Et alors nous pourrons parler de liberté. Ceux qui auront voulu la liberté, cette liberté qui veut libérer tout simplement des commandements de Dieu et de l'Église. Libération. On a voulu se libérer de notre Seigneur, on aura un autre prince qui viendra nous apprendre la liberté. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un thème d'actualité, c'est la question du féminisme. Féminisme et unité de la femme. On nous en parle beaucoup, aussi bien au niveau suisse qu'au niveau international. Si on suit l'actualité, c'est un sujet, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, notamment pour la journée des femmes, le 8 mars, chaque année. Maintenant, une journée des femmes est instituée. Bon, un article est paru dans le Nouvelliste il y a quelque temps. Et il est important, je pense, d'aborder cette question du féminisme, parce qu'il y a un grand danger pour nous. Déjà, le féminisme se manifeste aujourd'hui dans tout le débat de l'avortement, où l'avortement est présenté comme un droit essentiel de la femme, le droit de disposer de son corps. Au niveau politique, diverses actions sont menées. Il y a notamment le Bureau fédéral de l'égalité, et aussi des bureaux cantonaux de l'égalité entre l'homme et la femme, pour l'égalité au niveau du travail. On défend le principe à travail égal, salaire égal, ce qui peut paraître juste. Mais au-delà, je dirais, de différents combats, différents points, différentes revendications qui parfois peuvent paraître légitimes, il faut voir quel est le modèle de la femme qui se cache derrière tout cela. Qu'est-ce que la femme telle que l'entendent les féministes? Est-ce que c'est conforme à la nature humaine, la nature féminine, ou au contraire, est-ce que ça lui est fondamentalement opposé? Est-ce que c'est conforme à l'enseignement de l'Église, de notre Seigneur, ou est-ce que cela y est contraire? Et une des questions essentielles qu'il nous faudra traiter, c'est qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce qu'elle est réellement? Sa mission, et aussi les rapports entre l'homme et la femme. Sont-ils égaux? Sont-ils inégaux? Et selon les réponses données à ces questions, eh bien, on arrivera à une société ou un autre type de société. Car, selon la définition donnée de la femme, on aura une définition différente de la famille. Et selon que la famille sera ceci ou cela, la société civile elle-même sera influencée. Donc on le voit, cette question du féminisme met en cause toute notre société, la nature même du monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi ça serait très limité de ne voir le féminisme, la question de la femme, uniquement sous l'angle des revendications, protection de la femme, égalité dans le travail, dans les salaires, etc. Mais bien voir quelle est l'idéologie qui domine en dessous de tout cela. Le titre de la conférence, vous vous rappelez, c'est Féminisme et l'unité de la femme. Eh bien, nous avons là les deux parties. En première partie, nous verrons le féminisme, ce qu'il est, un historique, puis ensuite essayer d'en retirer les notions philosophiques. C'est un peu difficile parce que c'est assez bien caché, il faut le dire. Et dans une deuxième partie, nous verrons réellement ce qu'est la femme, sa véritable mission, sa grandeur, telle que cela est inscrit dans la nature humaine et telle que Dieu l'a voulu. Voilà donc quelles seront les deux parties que nous verrons aujourd'hui. Et voyons d'abord le féminisme. Où trouve-t-on ses origines? Les premières origines du féminisme se trouvent déjà dans la Révolution française et même dans les idées des Lumières. Plusieurs femmes, lors de la Révolution, se sont manifestées en vue d'accroître le rôle et les droits de la femme. C'est le cas en 1791, d'Olympe de Gouges, qui a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en parallèle avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À la même époque, en 1792, en Angleterre, Marie
Wollstonecraft, pardonnez l'accent, a publié un pamphlet Revendication des droits de la femme. Mais cela n'a que peu d'influence sur la société, puisque le Code Napoléon, en 1804, qui codifie la Révolution, ne subit pas l'influence de ces revendications. Dans la première moitié du XIXe siècle, on trouve le courant féministe dans les mouvements révolutionnaires d'extrême gauche, notamment le courant saint-simonien et le courant fouriériste, donc disciples de Saint-Simon et de Fourier, qui sont les ancêtres du communisme et de Karl Marx. C'est là qu'on définit déjà les femmes comme un groupe de sujets politiques. On ne parle pas encore de classe, puisque ce terme de lutte des classes sera trouvé par Karl Marx, mais déjà, l'idée est là. On oppose deux groupes, les hommes et les femmes. Cette opposition, ce combat dialectique. Alors on dénonce au sein de ces mouvements l'asservissement séculaire dont les femmes sont victimes, et elles réclament leur affranchissement. Plusieurs d'ailleurs de ces femmes, au milieu de ces mouvements donc révolutionnaires de l'époque, notamment les Saint-Simoniens, joueront un rôle lors des révolutions de 1830, qui renverseront le roi Charles X, donc issu de la Restauration, et en 1848, qui renversera le roi Louis-Philippe, qui est un Orléans. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, le féminisme se répand. Jusque-là, c'était quelques personnes. Eh bien, cette idéologie se répand. Et en Angleterre et aux États-Unis, c'est la revendication du droit de vote pour les femmes, ainsi que du droit de propriété. En effet, jusque-là, la propriété n'était pas celle des individus, de l'homme ou de la femme, mais celle de la famille. Donc, il y avait certes des femmes qui étaient propriétaires, le cas par exemple des héritières, des veuves, mais autrement, les biens étaient d'abord ceux de la famille. Là, on veut que la femme puisse posséder ses propres biens. Et dans le cadre de la famille, c'est l'homme, comme chef, qui avait la gestion des biens familiaux. Cette période est marquée aussi par la révolution industrielle. L'industrie se développe, l'exploitation ouvrière aussi. Ce sont ces grandes villes, ces usines, la sidérurgie, des horaires effrayants, 10 ou 12 heures de travail par jour pour des salaires de misère. Pour survivre, non seulement les hommes, mais aussi donc les femmes et même les enfants doivent travailler. Et c'est d'ailleurs de là que Karl Marx a tiré sa théorie de la lutte des classes. On voit dans les milieux catholiques tout un mouvement en vue de protéger les ouvriers les plus pauvres, afin de leur assurer un salaire juste. Mais il s'oppose à toute cette bourgeoisie issue de la Révolution. C'est à cette époque que sont d'ailleurs votées les premières lois sociales pour protéger les enfants, limitation du travail des enfants, limitation du travail des femmes. En France d'ailleurs, on verra une loi qui interdira le travail de nuit des femmes. Loi qui a été abrogée très récemment en France au nom de l'égalité de l'homme et de la femme. Désormais, les femmes en France ont le droit merveilleux, n'est-ce pas, de travailler de nuit. Pour les infirmières, bien sûr, elles pouvaient déjà faire des gardes de nuit, mais maintenant elles pourront travailler dans la sidérurgie, jour et nuit. Voilà donc une des grandes avancées du féminisme. Et pour les féministes, cette période-là est un grand progrès pour la situation de la femme, car ayant un travail salarié, même avec un salaire de misère, elle acquiert enfin une indépendance économique vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de son époux. Au XXe siècle, première moitié du XXe siècle, c'est plutôt le combat pour l'émancipation politique, revendication du droit de vote. Et à ce moment-là, on voit apparaître les premières revendications pour une libération de la femme vis-à-vis de la sexualité. En effet,
certaines féministes, notamment Nelly Roussel en France, dans le journal La Voix des femmes, prônent le néo-malthusianisme, c'est-à-dire la limitation volontaire des naissances, car la condition de la maternité pour la femme est un asservissement. Asservissement, je dirais, à l'homme et à cette condition. Donc il faut déjà limiter les naissances, même si les moyens techniques sont limités. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le féminisme connaît son grand développement, avec déjà Simone de Beauvoir, qui était la compagne, si on peut parler ainsi, plutôt de Sartre. Elle publie en 1949 un livre intitulé « Le deuxième sexe ». Et le combat féministe s'inscrit, comme par le passé, dans le combat marxiste. Déjà en 1844, Engels, donc, qui est un théoricien du marxisme avec Karl Marx, écrivait un livre, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, où il décrit le mécanisme de subordination des femmes à l'intérieur de la famille. Dans ce courant féministe d'après-guerre, on voit les termes de lutte des sexes, classe des femmes, rapports sociaux des sexes. Et notons-le, ce sont des termes typiquement marxistes. Il y a deux classes, les hommes et les femmes, et il y a un combat. Ce féminisme se trouve dans les milieux de gauche et d'extrême gauche. Avec mai 68, la chose se développe, c'est la liberté sexuelle. Et en France, on voit apparaître un mouvement plus politique, qui est le MLF, Mouvement Libération des Femmes, qui est fondé en 1968. Aux États-Unis, il y a un mouvement similaire, le Women's Lib. Elle lutte pour la libération des femmes. Et cette libération renvoie logiquement à une oppression, dont les femmes sont systématiquement victimes. En France, le slogan du MLF est « Le privé est politique ». Cela signifie en fait que l'oppression, la subordination dont chaque femme fait l'expérience et est victime, n'est pas un élément isolé, sans importance, mais que cela traduit en fait une oppression collective de nature politique. C'est-à-dire que dans une société patriarcale, le sexisme marque la vie des femmes dans tous les domaines. On retrouve tout ce verbiage. Quelles sont les revendications du mouvement féministe? Le libre accès à la contraception, ainsi que la contraception gratuite, le droit à l'avortement et la lutte contre l'oppression familiale, où la femme est enfermée dans un rôle d'épouse et de mère. Dans les années 90, le combat féministe continue dans le même sens, déjà pour conserver les acquis des années 70, donc tout ce qui est droit à l'avortement, droit à, je dirais donc aussi à la contraception, donc refuser la maternité. L'extension des droits politiques, la parité en politique, autant d'hommes que de femmes, et aussi parité dans le travail, parité au niveau des responsabilités, au niveau des salaires. Aujourd'hui, le mouvement féministe se manifeste au plus haut niveau, notamment au niveau international, au sein de l'ONU. L'ONU a organisé depuis 1975 4 conférences sur les femmes. En 1975 à Mexico, collaboration dans l'égalité. En Suisse, la conséquence de cette conférence de Mexico a été l'institution d'une commission fédérale pour les questions féminines, et cela a été créé par le Conseil fédéral. 1980, conférence de Copenhague, où
l'ONU promeut les bureaux de l'égalité, demande donc à chaque pays de prévoir des bureaux de l'égalité. Et le 14 juin 1981, en Suisse, est voté par le peuple et les cantons le principe de l'égalité entre femmes et hommes, qui est inscrit dans la Constitution fédérale. En 1985, conférence de Nairobi sur les femmes encore, et de là suit la fondation du Bureau fédéral de l'égalité. 1995, conférence de Pékin, où le Vatican est intervenu assez fortement pour éviter que l'avortement soit défini comme un droit, et on décide une plus grande collaboration entre les organisations non gouvernementales, tous les mouvements féministes et le pouvoir politique. On demande que dans chaque pays soient institués des organismes spéciaux pour favoriser la promotion de la femme et faire des campagnes de sensibilisation. C'est ce que l'on voit aujourd'hui en Suisse, avec le Bureau fédéral de l'égalité qui est relayé par les bureaux cantonaux. Et en mars 1995, on vote en Suisse une loi sur l'égalité. Il y a des documents publiés d'ailleurs par le Bureau fédéral de l'égalité entre les femmes et les hommes qui expliquent un peu cette loi. Il ne doit pas y avoir de discrimination fondée sur le sexe, une protection contre le harcèlement sexuel. Dans le domaine du travail aussi, c'est important, une inversion de la charge de la preuve. C'est un peu juridique, un peu complexe peut-être. Auparavant, pour établir une discrimination, il fallait apporter la preuve de cette discrimination. Aujourd'hui, il suffit qu'une femme montre que cette discrimination est probable, vraisemblable, et c'est à ce moment-là à l'employeur ou aux autres de montrer, de prouver qu'il n'y a pas de discrimination. Il s'agit là d'une arme très puissante, puisque cela met, je dirais, les employeurs à la merci de la moindre plainte. Et il est très difficile de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. En outre, on donne le pouvoir aux organisations féministes, organisations professionnelles, aux syndicats, de saisir la justice en cas de violation des droits de la femme ou en cas de discrimination. C'est un moyen donc pour imposer à la société civile, à tous, ce féminisme. Toute personne qui ira contre cela risquera de se faire traduire en justice. Alors essayons maintenant de tirer quelques éléments de cette idéologie féministe. Tout d'abord, on a vu que le féminisme a été lié depuis toujours à la gauche révolutionnaire. Et aujourd'hui encore, il en est de même. C'est le Parti socialiste qui est le plus fervent défenseur aujourd'hui de l'avortement. Toute cette idéologie féministe repose sur ce qu'on appelle l'histoire des femmes. C'est une vision particulière de l'histoire. Le marxisme a mis en valeur ce qu'on appelle l'histoire des mentalités. On ne s'intéresse plus aux faits historiques, telle guerre, tel combat, mais à une évolution des mentalités. Cette manière d'étudier l'histoire a un avantage, c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi à l'histoire. En effet, les mentalités, c'est très difficile de savoir quelle est la mentalité d'une époque, parce que chacun a ses idées propres, et il suffit de citer tel ou tel auteur, de choisir tel ou tel auteur pour influencer l'explication que l'on donne du monde. Chesterton donne un exemple assez amusant, là c'est dans le domaine de l'histoire des religions, quand il dit qu'il connaît un peuple qui a une théorie assez bizarre. Ce peuple ne croit pas que les défunts mangent, mais que les défunts apprécient les bonnes odeurs. Et la preuve d'ailleurs de ce sentiment de ces peuples, c'est cette pratique qu'a ce peuple chaque année de fleurir la tombe des morts. Donc les défunts apprécient les bonnes odeurs. Et ce peuple, c'est, nous dit Chesterton, le peuple anglais. Donc on voit comment l'interprétation d'un fait, d'une mentalité, peut être totalement transformée. L'histoire des femmes, finalement, on peut la définir ainsi.
c'est l'histoire du regard masculin sur les femmes, ou l'histoire de l'oppression et des contraintes imposées par les hommes aux femmes. Donc, dans ces mots-là, tout est dit. Tous les rapports entre l'homme et la femme seront vus sous cet angle-là. Comment l'homme oppresse la femme. Alors, on va passer rapidement un peu les différentes étapes de cette mythologie historique. Dans la société préhistorique, donc par définition, ce qui est préhistorique, c'est avant l'histoire, mais nos féministes nous font l'histoire de la préhistoire, c'est intéressant. Eh bien, la société était matriarcale. Je ne sais pas sur quelle source historique il s'appuie, mais voilà, donc on nous dit ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ensuite, dès l'Antiquité, donc dès le début, dès qu'on a des traces de l'histoire, eh bien, les hommes s'arrogent le pouvoir social. Et dans l'Antiquité, la femme est, nous dit-on, je cite, une matrice non citoyenne. Très bon, c'est-à-dire un ventre non citoyen. Excusez-moi des termes, mais c'est ce qu'on nous dit. La femme n'a pas de droit civique, tous les droits appartiennent à l'homme. À Rome, on ne recense simplement que les héritières. La femme antique n'a aucun droit juridique reconnu. Elle passe de la dépendance de son père à la dépendance de son époux. Il y a quelques exceptions cependant, les prêtresses qui ont une certaine indépendance, mais à condition de supporter le joug de la pureté, de l'innocence. La virginité est donc pour ces femmes le droit à payer pour conserver une parcelle de pouvoir. Très beau. Donc c'est le cas des Vestales. Donc vous voyez comment on voit le monde antique, avant le christianisme. Si on voit les choses de manière beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire selon notre vision à nous, eh bien simplement, c'est que dans le monde antique, c'est la famille qui compte en premier. Donc on ne recense que les familles. Et les familles sont représentées par le chef de famille qui est l'homme. La femme, elle, est prise en compte dans la mesure où elle est chef de famille. C'est le cas des veuves ou des héritières. Donc on voit que cette vision uniquement politique, je dirais, de pouvoir, d'oppression, est une vision totalement fausse. Alors quand on va voir l'ère chrétienne, là c'est encore beaucoup plus amusant, la vision de la femme dans l'ère chrétienne par le féminisme. Alors ce qui marque principalement la femme dans l'ère chrétienne, c'est l'image d'Ève. Ève, la grande coupable, elle qui est responsable du péché originel, elle qui a fait tomber l'homme. Et on cite plusieurs textes de Tertullien. C'est vrai que Tertullien a des mots très durs sur la femme, mais bon, tous les pères de l'Église n'écrivent pas la même chose. Et en outre, si on s'intéresse à la théologie de manière plus sérieuse, on verra très vite que le péché originel n'est pas le péché d'Ève, mais le péché d'Adam. Si Ève avait seulement péché, mais non pas Adam, il n'y aurait pas eu de péché originel. Ça ne serait pas passé à la descendance. Donc voilà. Mais Adam, pour faire plaisir à sa femme, a accepté de croquer la pomme. On ne sait pas si c'est une pomme. Et c'est de là que vient le péché originel. Alors cette oppression de la femme dans le monde catholique se manifeste par les interdits sexuels, notamment dans la loi du mariage, par des lois beaucoup plus répressives de l'adultère, notamment chez les femmes que chez les hommes. Et cela s'explique. Bon, non pas que l'adultère soit moins grave chez l'homme que chez la femme, mais en raison des conséquences. Puisque, eh bien, cela trouble la paternité. Donc, ça donne des enfants qui ne naissent pas du mariage. Parmi aussi les manifestations de l'oppression, il y a l'accouchement dans la douleur. On ne sait pas trop en quoi c'est une oppression. Donc la maternité est aussi une oppression. L'allaitement et l'éducation des enfants, qui sont vus comme une oppression. Le silence dans les assemblées. Les femmes ne doivent pas parler. C'est le juriste Jean Baudin, au XVIe siècle, qui écrit « Elles doivent être tenues à l'écart de toute magistrature, de tout poste de commandement, tribunal, assemblée publique et conseil, de sorte qu'elles puissent accorder toute leur attention à leurs tâches féminines et domestiques. » Donc on voit bien là encore l'oppression. Mais si on lit bien ce texte, on voit la raison. C'est que le but, c'est épargner les tâches extérieures à la femme, à la mère, afin qu'elle puisse s'occuper de sa mission propre, qui sont ses tâches féminines et domestiques.
Pourtant, à cette époque, on voit des reines. En France, il y a le loi salique, c'est vrai. Il y a aussi des régentes. Quand le roi est mineur, c'est sa mère qui exerce la régence. Il y a aussi donc les veuves qui peuvent exercer la profession de leur métier, de leur mari défunt. Elles gèrent l'entreprise familiale. Donc les femmes ont quand même des pouvoirs. Mais dans la vision féministe du monde, c'est bien la preuve que la femme est oppressée. L'oppression de la femme aussi se traduit par la vision de la femme comme une bonne épouse et une bonne mère. Certes, les femmes ont déjà un travail, mais ce travail s'exerce de manière habituelle au sein du foyer. Et ce travail qu'elles font est considéré davantage comme une assistance à leur époux. C'est le cas notamment des femmes de commerçants, femmes d'artisans ou des femmes de paysans qui aident aussi à la culture de la terre. Parmi les caractères de l'oppression, il y a aussi l'humilité et le maintien des corps. Cela se traduit notamment par la pudeur que l'on exige de ces femmes. Vous voyez un petit peu donc le statut terrible qui est fait à la femme. Alors parmi ce texte-là, je trouve assez merveilleux. La femme doit également, en particulier au Moyen-Âge, savoir dompter son corps, ne jamais regarder un homme dans les yeux, baisser la tête, ne pas la remuer, avoir un usage modéré de la parole et rester humble dans tous ses gestes. Alors je ne sais pas où ils ont trouvé ce texte, si c'est dans quelques manuels de bonne conduite où l'on fait des choses. Mais bon, on voit que c'est n'importe quoi. Ça n'a absolument aucune chose sérieuse. La femme contemporaine, elle, a été libérée, et principalement grâce à la déchristianisation de notre société. Enfin, la victoire. Cette promotion de la femme se fait par le travail et par l'instruction. Par le travail, déjà, donc, les femmes peuvent sortir de la maison. Et elles ont un salaire, ce qui leur donne une indépendance financière. Mais cependant, demeure une inégalité professionnelle et salariale. Les femmes ont des tâches moins honorifiques, moins de responsabilités, et souvent leur salaire est moindre. Voilà donc un petit peu ce qu'on appelle l'histoire des femmes, donc ce mouvement d'émancipation, entre guillemets, de la femme. Alors comment définir le féminisme? Tout d'abord le mot de féminisme, d'où vient-il? Il apparaît la première fois sous la plume d'Alexandre Dumas, fils, en 1872, et repris ensuite par toutes les féministes de l'époque. Et ce terme est emprunté au vocabulaire médical et désigne un homme d'apparence féminine. Donc si l'on s'arrête à la définition du mot, qu'est-ce qu'une féministe? C'est une femme qui se croit un homme, mais qui a une apparence de femme. Voilà. Voilà comment on peut le dire. Donc tout le but du féminisme, c'est d'être homme. Vouloir cette similitude totale avec l'homme. Et le mouvement de libération de la femme vise donc à libérer la femme de tout ce qui est contrainte de la famille, principalement la maternité, qui justement attache la mère à son foyer. S'il y a des enfants, elle est amenée à s'en occuper, à les éduquer. On affirme donc l'égalité de l'homme et de la femme, égalité totale et en toutes choses. On réclame l'indépendance économique donnée par un travail salarié, une libération de l'asservissement biologique, qui se traduit par la fécondité, contraception, avortement, partage de l'autorité parentale, donc le père n'est plus chef de famille, mais les parents exercent conjointement l'autorité parentale. Cette liberté de la femme doit aussi s'exprimer par le divorce, ne plus être tenue par sa famille. Afin de favoriser sa liberté, il faut aussi multiplier les structures d'accueil pour les enfants, de façon qu'elles puissent travailler librement, sans être embêtées, gênées par ses enfants. En clair, la contrainte, l'esclavage, c'est la famille. La liberté, c'est le travail salarié, le travail hors de la maison, l'indépendance totale vis-à-vis de l'homme. Le féminisme n'est finalement rien d'autre chose qu'un individualisme
poussé à l'extrême, l'individualisme de la femme. Et on voit que le féminisme détruit totalement la famille. Il n'y a plus de famille, il y a deux individus égaux, qui semblent même totalement semblables, et on attend sans doute avec impatience le jour où on arrivera à faire porter les enfants par les hommes. Tout ce discours féministe, finalement, repose sur l'analyse des rapports entre l'homme et la femme en termes de pouvoir et d'autorité. Qui exerce le pouvoir, qui a l'autorité? Et cette vision du monde est totalement fausse, parce que au sein de la famille, vous en êtes bien conscient, ces rapports ne sont pas fondés uniquement sur l'autorité. L'homme n'est pas là uniquement pour commander, exiger. Ce qui caractérise justement l'union de l'homme et de la femme, c'est l'amour mutuel. Cette collaboration, une véritable association. Et on l'a vu dans une précédente conférence, le mariage est réellement un contrat d'association, où l'homme et la femme s'associent en vue de fonder une famille, en vue d'avoir des enfants et de les éduquer. Mais en ne voyant que cette question du pouvoir, de l'autorité, cela permet d'avoir un rapport dialectique, de combat, deux classes qui se heurtent. Et cela permet de mettre totalement de côté la question de la nature humaine, de la nature profonde de la femme. Ainsi donc, l'idéal de la femme, c'est d'être un homme. Mais si l'on pousse à bout le féminisme, on arrivera à des conclusions tout à fait opposées. C'est assez amusant d'ailleurs. Parce qu'à force de rechercher cette égalité, on arrivera à une inégalité, une différence de nature entre l'homme et la femme. En latin, il y avait un terme pour désigner l'espèce humaine. C'est le terme homo. Homo qui désigne le genre humain, l'homme et la femme. Il y avait le terme vir qui désigne l'homme, l'individu masculin, et le terme moulière qui désigne l'individu féminin. En français, il n'y a qu'un seul terme qui désigne à la fois l'espèce humaine, homme, et l'individu masculin. Mais déjà, il y a dans l'écriture sainte et chez les latins un usage du terme homo uniquement pour désigner l'individu masculin. Et le simple fait qu'il n'y ait qu'un seul terme pour désigner l'homme et la femme, que homme désigne les deux, montre bien cette égalité foncière, égalité de nature entre l'homme et la femme. Le féminisme, lui, dira les femmes et les hommes, la chef et le chef, l'auteur, puisque maintenant il faut féminiser les noms, et l'auteur, et ainsi de suite. Je ne sais pas si pour les avocats on dira le maître et la maîtresse, maître et maîtresse, peu importe. Mais s'il y a deux termes, c'est qu'il y a deux réalités différentes. Donc il n'y a plus cette égalité foncière de nature entre l'homme et la femme. Voilà où conduit le féminisme. Alors, où est l'égalité d'après les féministes? Eh bien, cette égalité sera dans les missions de l'homme et de la femme. Il n'y aura plus d'œuvres typiquement masculines ou typiquement féminines. Tout métier sera à la fois masculin et féminin. Voilà pourquoi on peut très bien envisager l'adoption par des couples homosexuels. Il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y a plus aucune différence au niveau des missions, des fonctions entre l'homme et la femme. Ainsi, on verra des femmes soldats, des femmes gendarmes, des missions qui pourtant naturellement répugnent à cela. Donc on arrivera à la fois donc à une inégalité foncière, l'homme et la femme sont foncièrement différents, n'ont pas la même nature, et cependant ils doivent exercer les mêmes fonctions. Voyons maintenant ce qui est dans la nature humaine, ce qui est aussi l'enseignement de l'Église, parce que c'est le même Dieu qui a créé notre nature humaine, et c'est ce même Dieu qui a créé, qui nous a donné la révélation. Donc il est logique que les deux choses soient parfaitement similaires. Alors nous verrons un petit peu qu'il y a d'abord une égalité foncière d'après l'Église, une égalité de nature entre l'homme et la femme, mais qu'il y a une différence, et que cette différence n'est pas dans la nature, mais dans les missions confiées à l'un et à l'autre.
Nous verrons cela assez rapidement, d'abord sous l'aspect de la philosophie, puis ensuite au niveau de la révélation. Et je m'appuierai principalement sur le récit de la création, de la Genèse, où on voit beaucoup d'éléments importants qui nous permettent de juger. Tout d'abord, cette égalité de nature de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qu'un homme, un être humain? C'est là la première question qu'il faut se poser. Et la philosophie nous donne une définition. Il suffit d'observer la nature pour y arriver. On voit qu'il y a des êtres corporels dans le monde. Et que ces êtres corporels, certains sont vivants et d'autres sont inanimés. Et l'homme est un être vivant. D'ailleurs, comme les plantes. Et avec le monde végétal, l'homme a les mêmes caractéristiques que lui. C'est-à-dire qu'il peut se nourrir. Se nourrir, c'est absorber une substance étrangère et que cette substance étrangère devienne soi-même et aide à la conservation de soi. Ce que je mange devient moi-même. Et il y a l'autre fonction propre à tous les vivants, qui est la reproduction. C'est-à-dire la capacité de perdurer. Sachant que les vivants corporels meurent, il faut donc qu'ils donnent la vie à d'autres pour qu'ils se perpétuent dans le temps. Parmi les êtres vivants, certains ont une sensibilité, d'autres n'en ont pas. Vous donnez un coup de pied à un arbre, il ne réagira pas. Donnez un coup de pied à votre chien, il réagira, parce qu'il a une sensibilité. Et l'homme partage avec les animaux la sensibilité. L'homme ainsi a 5 sens externes. Il a la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Il a aussi en commun avec les animaux, surtout les animaux supérieurs, puisque donc il y a des degrés parmi les animaux, certains n'ont pas tous les sens. Il a aussi ce qu'on appelle les sens internes, mémoire, imagination, cogitative et le sens commun. La mémoire, c'est ce qui nous permet de nous repérer dans le temps. L'imagination nous permet de conserver les images des faits passés, images sonores, visuelles. Et c'est quand on rêve simplement l'imagination qui agit, qui nous rapporte des choses passées, et les chiens, comme nous, rêvent d'ailleurs. La cogitative, qui permet d'apprécier ce qui est bon ou mauvais pour moi, ce qu'on appelle l'instinct chez les animaux, et le sens commun, qui est un sens interne, qui permet de rassembler les perceptions de tous les sens pour faire, d'une certaine manière, une image sensible, globale, de ce qui est perçu. Donc pas seulement la couleur, mais couleur associée à un son, à une odeur, etc. Donc cela est commun avec les animaux. Mais parmi les êtres, les animaux, eh bien on voit que certains sont doués de raison, raisonnables, et d'autres n'ont pas de raison. Le chien, lui, n'a pas de raison, il n'a pas le langage. L'homme, lui, en revanche, a cette raison, cette intelligence. Et avec la raison, l'homme a à la fois l'intelligence et la volonté. Par l'intelligence, l'homme peut connaître les choses de manière abstraite. L'animal lui connaîtra les choses concrètes, il connaîtra cette table, cet objet. Par l'intelligence, on connaîtra une table, ce qu'est une table. Et on est capable de reconnaître une table, quel qu'en soit son style. Le chien, lui, n'a pas cette capacité-là. Et l'homme a aussi la volonté, c'est-à-dire un appétit, un désir du bien universel, non pas de telle ou telle chose, mais du bien en lui-même. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir cette liberté, cette volonté libre. Et si l'homme a cette intelligence et cette volonté, il faut conclure une chose, c'est qu'il a donc une âme immatérielle. En effet, pour pouvoir avoir une connaissance abstraite de toutes les choses, il faut être immatériel, comme le montre la philosophie. Ça serait trop long de s'y arrêter, mais on en arrive là. Et si cette âme est immatérielle, elle est immortelle. Et tous ces caractères donc de vivant, animal, raisonnable, sont communs à l'homme et à la femme. Il faut donc affirmer qu'il y a une égalité de nature entre l'homme et la femme. L'homme, comme la femme, est un animal raisonnable. C'est la définition traditionnelle de la philosophie. Alors, à ce sujet-là, j'aimerais vous rapporter un mythe qui a la vie dure. C'est la question de l'âme de la femme. L'Église aurait posé la question, aurait douté du fait que les femmes aient une âme.
Alors, on va voir un peu le fait historique, je trouve la feuille, qui est à l'origine de cela. C'est arrivé donc au concile de Mâcon. C'est à quel endroit? Est-ce que j'ai mis ce papier? Voilà, c'est ici. En l'an 585. Et c'est Saint Grégoire de Tours qui rapporte la chose. Dans ce synode, il y a un évêque qui disait que la femme ne pouvait pas être appelée homme, en latin homo. Donc, parce que donc il dit simplement, eh bien il dit homme, homo désigne uniquement les hommes. Donc on ne peut pas mettre une femme sous ce terme d'homme. Et on lui a simplement répondu, eh bien que dans l'écriture sainte, eh bien on nomme homo l'homme et la femme. C'est ainsi, on voit, donc quand Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle, et leur donna le nom d'Adam. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ est appelé Fils de l'homme, alors qu'il est le Fils de la Sainte Vierge Marie. Il n'a pas de père selon la nature. Donc quand on a dit à cet évêque cela, eh bien il a été convaincu et n'a pas insisté. Donc l'incident a été clos. Mais par la suite, eh bien la chose a été reprise et amplifiée, et de là on a dit que eh bien, les femmes n'avaient pas d'âme, ou du moins que l'Église à une époque a remis en cause l'âme des femmes. Vous voyez comme quoi certains mythes ont la vie dure. Et il y a quelques années d'ailleurs, Jospin s'en était fait l'écho devant l'Assemblée nationale en France. Et c'est stupide, parce que si l'homme n'a pas d'âme, qu'on m'explique l'Immaculée Conception, si la femme n'a pas d'âme, qu'on m'explique l'Immaculée Conception. C'est totalement absurde. Donc voilà. Alors voyons maintenant un peu selon la révélation. C'est dans la Genèse. Donc après que Dieu ait façonné la femme à partir d'une côte d'Adam, Dieu présente à Adam son épouse, sa femme, Ève, et Adam s'écrie, pour le coup c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. Donc, cela montre avec évidence qu'il y a une égalité de nature entre l'homme et la femme. Quand elle dit l'os de mes os, la chair de ma chair, si c'était des êtres différents, comme l'animal et l'homme, ils n'auraient pas dit la même chose. Au niveau surnaturel, l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, les deux de manière égale. Déjà selon la nature, par l'âme spirituelle, mais aussi selon la grâce. C'est donc dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Donc c'est clair. Hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Donc cette double image de Dieu, donc par la nature intelligente, l'homme a un esprit, comme Dieu qui est esprit, et aussi selon la grâce, parce que Adam et Ève étaient, par la grâce, à l'image de Dieu, d'une manière bien plus éminente que par leur nature humaine. Et on retrouve cette égalité de l'homme et de la femme dans le Nouveau Testament. C'est le chapitre 5 dans Saint Matthieu, l'évangile des béatitudes, béatitudes qui s'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme. Ou Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Donc égalité foncière de nature, mais aussi égalité foncière quant à la vie surnaturelle et la vie de la grâce. Et on le voit bien, puisque la plus grande sainte, le plus grand saint, c'est une femme, la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Il y a donc cette égalité de nature entre l'homme et la femme, et cependant, la mission de l'homme et de la femme
sont différentes. On le voit déjà par des constatations de bon sens, de philosophie. Tout d'abord, l'instinct maternel qui est au plus profond de la femme. Elle porte cela en elle-même, dans son corps. Tout en elle est fait pour donner la vie, pour être mère. Alors d'où vient un peu cette différence entre l'homme et la femme? Non pas dans la nature, puisqu'on a vu qu'elles ont les mêmes natures, que l'âme de l'homme et l'âme de la femme en soi, de manière abstraite, sont identiques. En effet, quand Dieu crée une âme, de cette manière, quand il y a une conception, Dieu crée une âme humaine pour le mettre dans un corps, dans une matière qui a été donc fécondée dans le sein de la mère. Et ces âmes, si on les considère à l'instant abstrait, je dirais à l'instant où Dieu les crée, sont toutes identiques. Mais ces âmes sont ensuite différenciées par le fait qu'elles appartiennent à tel ou tel corps. Et c'est le corps qui individualise l'âme, qui lui donne ses caractères. Alors pourquoi un tel a tel tempérament, tel caractère? Eh bien cela viendra du corps, de la complexion physique de chacun. Et on voit donc que le corps féminin et le corps masculin sont différents, on le voit déjà au niveau chromosomique. Eh bien la conséquence, c'est qu'il y aura un tempérament masculin et un tempérament féminin. Mais ça n'est pas dans la nature même des choses, c'est plutôt au niveau individuel, au niveau de la matière, qu'est la différence. Matière qui, bien sûr, individualise l'âme. Donc c'est à ce niveau-là que se situe la différence entre l'homme et la femme. Et cette différence est en vue de la mission. Parce que Dieu donne à tel être, tel homme qu'il crée, telle mission, il lui donnera tel corps, tel tempérament. Et donc il le fera homme ou femme. Donc ce qui est déjà donc premier, c'est l'instinct de maternité. Et de là découle que la femme a souci en tout de préserver la vie, de la protéger. Et elle défend ce qui est faible. Elle est là pour soigner, protéger l'être humain. Voilà pourquoi les femmes réussissent spécialement dans les professions médicales. Et naturellement, on parle plutôt d'une infirmière que d'un infirmier. Et d'ailleurs, les statistiques données par le Bureau de l'égalité montrent bien que les femmes prédominent dans ces métiers-là. Je ne sais plus si j'ai les documents ici. Non, mais c'est assez impressionnant donc de voir comme quoi ces documents montrent bien la nature de chacun. La femme est ensuite davantage intuitive que l'homme. L'homme est plus rationnel, il intellectualise tout. L'homme procédera par mode de raisonnement. Un argument, un deuxième argument, et il arrivera à une conclusion. Cela prendra davantage de temps. Mais là, il agira de manière peut-être plus méthodique. La femme, elle, est beaucoup plus intuitive, sensitive. Elle sent les choses. Et cela est nécessaire pour sa mission. Dans le cadre de l'éducation d'un enfant, cela est important. Si l'enfant est malade, il ne s'agit pas de commencer à faire une grande dissertation sur les causes de la maladie, il s'agit concrètement de le soigner et de sentir la chose. L'homme ira peut-être se plonger dans ce ouvrage de médecine, l'enfant aura le temps d'être bien malade. Donc on voit très bien comment le tempérament féminin est orienté vers cela. La femme est aussi davantage résistante, elle a une plus grande persévérance, mais elle a besoin aussi de sécurité, d'approbation. En effet, elle est davantage consciente de sa faiblesse, et elle ressent le besoin de la protection de l'homme. C'est aussi une des raisons pour laquelle la femme est plus facilement religieuse. Elle accepte davantage de se soumettre à Dieu. L'homme, lui, est beaucoup plus indépendant. Il veut tout commander, tout gouverner. La femme, elle, naturellement, est plus soumise. Quoique ce terme aujourd'hui, à cause de la moralité féministe, a pris une connotation péjorative, mais qu'elle n'a pas. Un autre caractère féminin, c'est aussi la tendresse, qui la porte à se porter vers tout ce qui est faible ou ce qui est fragile. Ceux qui ont besoin de secours, de douceur, trouvent cela chez la femme, chez la mère.
Et ce sentiment la porte à porter toute son attention sur les êtres qu'elle possède, qui sont les siens. Voilà pourquoi elle a tendance à se refermer davantage sur sa famille, sur son foyer, sur les siens, et à s'en occuper totalement. D'ailleurs, elle ne voit souvent même que cela. Vous voyez, c'est un monde beaucoup plus fermé. Ce n'est pas péjoratif. On voit aussi chez la femme une plus grande oblation, surtout dans l'amour, beaucoup plus généreuse à se donner par amour pour les autres. Enfin, c'est une disposition de l'esprit aussi, donc de la femme, c'est qu'elle est beaucoup plus universelle et générale. L'homme, lui, est beaucoup plus un spécialiste. On voit très bien dans sa formation, l'homme se spécialise. Tel métier, telle action. Recherche beaucoup plus pointue. La femme, elle, sera générale. Et chez Chesterton a de très belles pages, je ne les ai pas ici. Là-dessus, quand il nous dit, par exemple, on ne demande pas à une femme d'être une grande cuisinière, d'être une spécialiste en cuisine, mais de savoir bien faire la cuisine. On ne lui demande pas d'être une spécialiste dans le soin des enfants, mais de savoir bien s'occuper des enfants. La femme reste universelle. Il lui est demandé de savoir faire une infinité de choses. Et parce qu'elle doit faire beaucoup de choses, eh bien, la conséquence logique est qu'elle ne peut pas se spécialiser. L'homme, au contraire, se spécialisera. On le voit très bien, les ingénieurs, énergie nucléaire, en ponts et chaussées, etc. Et de plus en plus, ce souci. Et on verra d'ailleurs pourquoi. Après, on retrouve ce caractère chez la femme. Et c'est une des grandes qualités de la femme, c'est cette universalité. Elle est, quoique le terme est un peu choquant, mais entre guillemets, bonne à tout faire. Elle sait tout faire. Mais cela n'est pas dit d'une manière péjorative, mais c'est qu'elle doit savoir tout faire. Alors que de l'homme, on demande peu de choses. Excusez-moi. Voilà. Eh bien, à travers tous ces éléments, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'homme, lui, est tourné vers l'extérieur, vers la domination des choses. Il veut dominer le monde. La femme, elle, est bien tournée beaucoup plus vers les siens, vers le bien-être du foyer. Et ça, c'est naturel. Et on retrouvera ça d'ailleurs dans la Sainte Écriture. Voyons un petit peu dans la Sainte Écriture les missions que Dieu donne à l'homme et à la femme. Pour l'homme, c'est en Genèse 2,15. Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc l'homme a soin de la terre, cultiver la terre, la faire prospérer, la garder. Et Dieu d'ailleurs présente tous les animaux devant Adam pour qu'il les nomme. C'est en Genèse 2,19. Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Donc, par le fait de donner un nom signifie ce pouvoir que l'homme exerce sur les animaux. Et ici, il ne s'agit en fait que d'Adam, puisque Dieu n'avait pas encore créé la femme. Et après, il est ajouté mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Donc, l'homme n'a pas trouvé parmi les animaux une aide qui était assortie à lui. Donc, domination sur les choses matérielles. Et on retrouve encore cette mission de l'homme dans la malédiction. Après le péché originel, Dieu maudit d'abord le serpent, puis il maudit la femme et enfin l'homme. Donc c'est l'ordre inverse. Dieu avait d'abord interrogé l'homme, qu'as-tu fait ? L'homme dit, c'est pas moi, c'est ma femme. La femme que vous m'avez donnée d'ailleurs. Donc Dieu interroge Ève. Ève dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Alors Dieu maudit le serpent. Puis la malédiction donc d'Ève, la peine d'Ève. Et enfin donc celle d'Adam. Donc l'ordre inverse. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie.
il produira pour terre épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es terre, et tu retourneras à la terre. Donc, malédiction donc, de la mort, mais aussi de la terre, la nature, qui se révolte contre l'homme, et ça sera avec peine et difficulté que l'homme arrivera à dominer la nature, alors qu'avant le travail n'avait pas ce caractère pénible. Donc là encore, on voit que la mission de l'homme est essentiellement une domination sur le monde extérieur. Voyons maintenant, dans la Genèse, quel est le rôle propre assigné à la femme, à Ève. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Et saint Thomas se demande, mais pourquoi l'homme a-t-il besoin d'une aide? Est-ce que c'est pour justement s'occuper du monde extérieur? Et il dit non, un autre homme aurait pu suffire. Alors, eh bien, il était nécessaire que la femme fût faite, comme dit l'Écriture, pour aider l'homme. Non pas pour l'aider dans son travail, comme l'ont dit certains, puisque pour n'importe quel autre travail, l'homme pouvait être assisté plus convenablement par un autre homme que par la femme, mais pour l'aider dans l'œuvre de la génération. Donc, l'œuvre de la femme est principalement celle de la génération. Et il faut bien comprendre ce terme, ne pas le limiter à la naissance, mais former l'homme complet. Donc cela va de la conception jusqu'à l'éducation, jusqu'au moment où l'homme sera pleinement éduqué, pleinement parfait, pour pouvoir prendre son indépendance et continuer l'espèce humaine et parvenir ensuite au bonheur du ciel. Donc la mission ici, c'est donner la vie et assurer l'éducation des enfants. Dans la Genèse, ensuite, Dieu donnera un nom à Ève. L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Là encore, le caractère de la femme, c'est d'abord la mère, la maternité. Et l'homme et la femme sont constitués dès le mariage. C'est encore dans la Genèse. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Et quand Dieu donc prononce la condamnation après le péché à l'égard d'Ève, il lui dira: je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Donc, elle sera frappée dans ce qui lui est propre, à savoir donc l'enfantement, enfanter dans la douleur, et aussi cette domination de l'homme. Alors, non pas que la femme, par le péché, soit devenue l'esclave de l'homme, mais le statut de la femme qui va se dégrader sera dû justement à une conséquence du péché. Autant il y avait cette union, cette parfaite collaboration entre Adam et Ève avant le péché originel, autant après, l'homme aura tendance à asservir la femme. Et la femme, aura besoin, sera portée à rechercher la protection de l'homme, qui abusera, qui souvent, la maltraitera. Et on le voit souvent. Et le christianisme, justement, en rétablissant la nature dans sa beauté initiale, par la grâce, bien sûr, il reste le péché, mais il tend donc à la sainteté, permettra de donner cette liberté davantage à la femme et à l'épouse. Donc, quelle est donc la véritable fonction de la mère et de l'épouse, selon l'Écriture sainte? C'est la maternité. Et c'est là qu'elle trouvera sa véritable dignité. Alors on pourra dire, oui, mais qu'en est-il de la virginité consacrée? Si la jeune fille est faite pour être mère, à ce moment-là, l'état de virginité de la Vierge, celle qui n'enfante pas, est un statut anormal. Cela aurait été vrai avant le péché originel. En effet,
la perfection dans le péché originel était l'état du mariage. Mais aujourd'hui, avec la concupiscence, il est difficile de se garder de toute tâche. Il y a cette concupiscence, cet attrait de l'un vers l'autre, et il est plus difficile de ne pas tomber dans le péché. Voilà, et la chasteté, comme tous les vœux d'ailleurs, n'ont qu'un but, c'est d'ôter ce qui peut être un obstacle ou une occasion de chute. Il n'y aura donc de virginité consacrée que, après le péché originel. Et même là, je dirais, on retrouve cette maternité spirituelle. C'est le cas, par exemple, de notre Sainte Vierge Marie. Ce n'est pas un hasard si, sur la croix, notre Seigneur a dit à sa mère, en montrant Saint Jean, « Mère, voici ton fils ». Et Marie, par sa compassion, par son union à son fils dans la passion, a pu devenir mère de tous les hommes. Cette maternité spirituelle, on le voit aussi chez les saintes, deux saintes particulières. Sainte Thérèse d'Avila, déjà, qui avait ce grand désir de la sainteté de l'Église, qui priait beaucoup pour les prêtres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Donc, et d'ailleurs, quand le plus grand sacrifice pour une femme qui entre en religion, c'est de renoncer à la maternité. Pour l'homme, ça sera de renoncer bien plus au plaisir. Mais pour la femme, c'est justement ne pas être mère. Alors, quelques conséquences pratiques déjà, on peut le voir dans l'éducation. Faut-il éduquer de la même manière l'homme et la femme? Ça a été une revendication des féministes, donc éducation similaire, qui est obtenue dans les années 20 en France, puis ensuite éducation mixte. L'Église, en revanche, a toujours désapprouvé cela. Parfois, on ne peut pas faire autrement, mais c'est cela. Alors, je vais d'abord citer Chesterton. Mais il n'y a pas d'idée nouvelle sur l'éducation des femmes. Il n'y a jamais eu, seulement l'ombre d'une idée nouvelle. Tout ce que firent les réformateurs de l'enseignement fut de s'enquérir de ce que l'on enseignait aux garçons et d'aller l'enseigner aux filles. Ce qu'ils appellent idées nouvelles sont des idées très anciennes, mais mal à propos. Les garçons jouent au football, pourquoi les filles n'y joueraient-elles pas? Les garçons portent les couleurs de leur école, pourquoi les filles ne les porteraient-elles pas? Les garçons vont par centaines à l'école, pourquoi les filles n'y iraient-elles pas par centaines? Les garçons vont à Oxford, pourquoi les filles n'y iraient-elles pas? Bref, ils poussent de la moustache aux garçons, pourquoi n'en pousseraient-ils pas aux filles? C'est ainsi qu'ils comprennent le concept d'idée nouvelle. Il n'y a là aucun effort d'intelligence, aucune recherche profonde de ce qu'est le sexe, de ce qu'il peut ou non modifier et pourquoi. Donc là, on retrouve cette idée du féminisme. Alors, le féminisme, l'enseignement mixte a plusieurs dangers. Tout d'abord, corruption des mœurs. Je vous cite donc le pape Pie IX qui écrivait aux évêques des États-Unis. Ceux-ci sont les jeunes, donc les adolescents, sont encore menacés d'une corruption certaine, du fait que dans certaines écoles, ou du moins dans plusieurs d'entre elles, les adolescents des deux sexes sont réunis dans la même salle pour suivre les cours, et que garçons et filles doivent s'asseoir sur les mêmes bancs. Le résultat de tout cela est d'exposer malheureusement la jeunesse à perdre la foi et de mettre les bonnes mœurs en péril. Le pape Pie XI, dans l'encyclique Divini Ilius Magistri, les sexes, suivant l'admirable dessein du Créateur, sont appelés à se compléter réciproquement dans la famille et dans la société, et justement par leur diversité même. Cette diversité est donc à maintenir et à favoriser dans la formation et dans l'éducation, en s'opérant la distinction nécessaire, avec une séparation correspondante en rapport avec les âges différents et les différentes circonstances. Ces principes sont appliqués en temps et lieu, suivant les règles de prudence chrétienne, à toutes les écoles, mais principalement durant l'adolescence, la période la plus délicate et la plus décisive de la formation. Dans les exercices de gymnastique ou de délassement, qu'on n'est particulièrement égard aux exigences de la modestie chrétienne chez la jeunesse féminine, pour laquelle sont de graves inconvéniences, toujours en exhibition de publicité. Donc vous voyez que dans l'éducation, il convient, et il est normal, que l'éducation de l'homme et de la femme soit différente, afin
que chacun puisse remplir sa mission propre. Et on l'a vu donc, ce plein épanouissement, en dehors bien sûr de la consécration à Dieu, eh bien cela se réalisera dans le mariage. C'est encore ce que disait saint Paul aux Éphésiens, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or l'Église se soumet au Christ, les femmes doivent donc de la même manière se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, etc. Ce mystère de l'union de l'homme et de la femme est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Donc là, on retrouve cette idée de l'association et des rapports, je dirais, de l'amour, d'un amour véritable qui doivent unir l'homme et la femme. Et c'est là, je dirais, l'idéal vers lequel donc, il faut tendre. Quand saint Paul nous dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, ne pas dire qu'elles sont, on l'a déjà vu, qu'elles soient foncièrement inégales, mais elles sont égales. Mais c'est au sein de cette société familiale qui a pour but d'avoir des enfants et de leur assurer l'éducation. Pour réaliser ce but, il faut naturellement une autorité, un chef. Et cette autorité appartient à l'homme. Et cela correspond davantage à son tempérament, puisque l'homme voit les choses de manière beaucoup plus universelle, beaucoup plus générale. La femme, elle, s'arrêtera plus au détail, mais le détail est souvent essentiel, surtout pour l'éducation. C'est encore cet exemple, cette image très belle du prince Régnier de Monaco. Je crois qu'il est décédé maintenant, enfin je ne suis pas sûr. On lui a posé une question, donc je ne sais plus, question d'organisation, de programme ou de vie de famille, et il avait répondu: il faut que je consulte mon gouvernement. Et son gouvernement, c'était son épouse, la princesse Grâce de Monaco. Et c'est très juste, je dirais. Le roi ou le président, lui, doit définir les grands buts, les objectifs principaux. Le gouvernement, lui, doit prendre les mesures concrètes pour atteindre ce but. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est chaque jour, dans tous les petits détails, ça sera à l'épouse, à la mère, de s'occuper de cela. Et l'homme, d'ailleurs, est incapable de le faire. Et l'homme ne s'arrêtera pas aux détails. Donc, vous voyez cette parfaite correspondance entre l'homme et la femme, qui est aujourd'hui niée. Le féminisme, finalement, qu'est-ce que cela? C'est un rejet de la nature humaine. C'est exactement le contraire du plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont égaux, fondamentalement égaux. Ainsi, face au mariage, l'homme et la femme sont égaux. Quand ils concluent le mariage, quand ils échangent leur consentement, ils le font à parfaite égalité. Et c'est ensuite, au sein du mariage, de cette société, qu'il y a une autorité, l'homme. Mais ensuite, les missions de chacun sont différentes. Mission de l'homme, qui est de gouverner le monde extérieur, mission de la femme, qui est de s'occuper de la famille, des enfants, de l'éducation, de former ce qui est le plus grand. Faire des ponts, construire des cathédrales, c'est grand, peut-être, mais dans le monde, il n'y a rien de plus grand qu'un homme. Et faire un homme, ça appartient à la mère. Non seulement le faire physiquement, mais le faire moralement, par l'éducation. Donc, c'est une mission différente, mais égalité de nature. Le féminisme, lui, fera exactement l'inverse. Il dira, l'homme et la femme sont différents, deux êtres différents, mais ils doivent exercer les mêmes fonctions. Et par ce biais-là, je dirais, en changeant la mission de la femme, eh bien, on introduit la révolution partout dans le monde. On détruit la société en détruisant la famille. Voilà pourquoi il nous faut prendre garde, surtout aujourd'hui, à cela, et veiller à conserver ce véritable esprit chrétien, la véritable mission de la femme, qui n'est pas une mission au rabais, quoi que disent les féministes, mais une mission essentielle. Et avoir conscience de cette vraie dignité, vraie grandeur.
dignité qui s'exprime, vous vous rappelez peut-être sans doute cet article de Chesterton paru dans Le Rocher, dignité qui s'exprime aussi par l'habit long, la robe, qui est l'habit de la dignité, puisque même les hommes portent le jupon quand ils veulent exercer l'autorité, quand ils veulent avoir une mission importante. La preuve. Voilà. Donc c'est cela donc, je crois, qui est important, et même veiller, même dans les signes extérieurs, à cela. Souvent on se dit ce n'est qu'un détail, la tenue vestimentaire, le pantalon, la jupe, quelle importance ça a d'une certaine manière. Oui et non, parce que c'est souvent dans le détail que se crée l'esprit. C'est par la manière de vivre, manière d'être, qu'on peut préserver, conserver un véritable esprit chrétien ou autrement. Et les révolutionnaires sont très forts parce qu'ils agissent au niveau de l'action. D'abord, on ne demande pas, remarquez, le féminisme ne demande pas aux femmes de dire qu'elles veulent être des hommes, on leur demande simplement d'agir comme si. Et progressivement, cette mentalité se met en place. Alors, c'est un petit peu, vous voyez, conserver cela. Alors, bien sûr, il y a des tâches, on parle du pantalon, des tâches qui nécessitent le pantalon, il faut être réaliste. Mais voyez, ça doit être plutôt l'exception. C'est comme parfois certains travaux que l'on fait, on tombe la soutane et ça ne choque personne. Pour certaines activités, c'est normal. Mais on le ferait de manière habituelle, que les gens seraient choqués, et ils auraient raison. Mais c'est un petit peu pareil. Et il faut prendre, et même dans l'éducation, vous voyez, l'importance de toutes ces choses-là. Non pas le faire de manière, je dirais, bornée, scrupuleuse, mais pour préserver et conserver cet esprit. Alors je ne sais pas s'il y a des questions sur ces sujets-là. Bon, j'aurais aimé préparer davantage, mais j'étais pris un peu par le temps. Voilà. S'il dit des choses trop dures, trop fausses. Enfin voilà. Autrement, c'est bon. Parce qu'on parle du féminisme, il y a ce dossier, ça peut être intéressant, on m'a remis ça récemment, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc ce dossier qui est remis donc à toutes les élèves, toutes les adolescentes dans les écoles. Dossier didactique, enceinte sans l'avoir voulu. Donc c'est distribué par l'Union suisse pour la décriminalisation de l'avortement, USPDA. Bon. Où là évidemment on a toute cette propagande donc féministe qui est donc particulièrement mauvaise. Cette version est de novembre 96. Voilà, donc on explique tout, les événements, chronologie des événements de la libération de la femme. Et ça, ce n'est, je dirais, qu'un aspect de ce mouvement féministe qui agit partout et il nous faut préserver spécialement notre jeunesse. Voilà. Oui ? Je voulais rajouter quelque chose pour les féministes à propos de la libération de leur corps. Maintenant, il existe on fait des recherches, et c'est, je pense, un outil, pour que les femmes n'aient plus de règles, carrément, parce qu'elles trouvent que c'est un asservissement. Elles veulent être comme les hommes, donc pas de règles. Et après, il y a aussi, certainement de temps en temps, alors on aura peut-être un soupçon de voir, savoir si elles sont quand même prêtes à être mères, parce que maintenant il y a des femmes qui sont toujours sur la contraception, qui de temps en temps arrêtent la contraception et testent si elles deviennent enceintes, et après elles avortent. Simplement pour voir si elles sont fertiles. Mais comme ça, une expérience comme une autre. Mais ça, c'est tout à fait véridique. Et donc, après, je ne sais pas jusqu'où c'est. Oui, mais la conséquence logique, c'est aussi l'homosexualité. Oui, oui. Parce que dans la mesure où l'homme ne trouve plus de femme, entre guillemets, de véritable épouse, eh bien, ça sera ça. Donc c'est vraiment, on voit où conduit le féminisme à une direction totale de la société. C'est vraiment la révolution la plus en profondeur. Oui. Et d'ailleurs, et à ce moment-là, donc l'homme qui, par tempérament, je dirais, est beaucoup plus porté vers le plaisir, l'amusement, se désintéressera de la famille davantage, s'occupera de beaucoup d'autres choses, perdra ses responsabilités. En conséquence, je dirais, la femme devra prendre sur elle-même pour prendre ses responsabilités, les exercer davantage, et prendra finalement le commandement de la famille par défaut. Et plus elle prendra ce commandement, plus l'homme se désintéressera. Donc c'est un cercle vicieux. Et il y a un signe assez amusant d'ailleurs de cette évolution de la société, qui en lui-même n'a aucune importance, aucune gravité, c'est que jusqu'il y a peu,
le fait de conduire la voiture, c'est une prérogative masculine. Quand monsieur était là, c'est monsieur qui conduisait. Et aujourd'hui, regardez, de plus en plus, c'est les dames, les demoiselles qui conduisent. Bon, non, je n'ai rien contre le permis pour les femmes, loin de là. Mais c'est, je veux dire, un signe plutôt d'une évolution de mentalité. Oui. Une question par rapport au statut de la femme au Moyen-Âge. Oui. Est-ce que c'est, par exemple, le Gitano dit que souvent les femmes ont des activités, je parle de médecin, Oui, c'est ça. au Moyen-Âge sexuel, c'était exceptionnel. Non, je dirais, et en soi que les femmes aient une activité, mais simplement ce souci, je dirais, du travail. Pourquoi on veut éviter un travail extérieur aux femmes? C'est pour leur permettre d'exercer leur mission propre, qui est celle de mère et d'éducatrice. Donc bon. Et on leur cela. Chesterton dit d'ailleurs donc que si la femme ne doit pas travailler, c'est parce qu'elle n'est pas, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas digne de travailler, c'est parce qu'elle est trop digne pour travailler. Voilà, elle a une tâche qui est tellement plus noble, qui est de faire un homme, de cette manière, au sens plein du terme. Donc, de conduire le bébé jusqu'à l'état d'homme plein, parfait, tâche tellement importante qu'on la décharge du reste. Et c'est beaucoup plus ça qui compte. Et c'est d'ailleurs ce que disait donc Jean Baudin, et que nos féministes occultent totalement, laissent de côté. Voilà. Puisque pour eux ne compte que ce pouvoir politique, économique, social sur le monde. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas ?